Bonjour chers élèves de seconde du lycée Clémence Royer et bienvenue dans cette toute dernière vidéo de la leçon sur la société d'ordre en France. Donc c'est la première d'ailleurs des 3 vidéos durant laquelle vous allez vous voir proposer un cours classique avec donc prise de notes obligatoire et acquisition de nouvelles connaissances. Avant les vacances, je vous ai proposé des vidéos qui vous ont présenté des activités vous permettant de vous familiariser avec cette époque, avec cette question. Activités sur document, transformation d'un texte en schéma simplifié. Et bien maintenant, on va arriver finalement au bilan de tout cela et à la reprise du travail que vous aviez, fait avant les vacances. Je vous rappelle que pendant les vacances, vous avez d'ailleurs accédé, grâce à des liens que je vous avais donnés sur le site internet, à un cours collaboratif construit à partir des paragraphes que que vos camarades ont mis au point à partir des différents dossiers documentaires que je vous avais proposés. Vous avez normalement pendant les vacances consulté ce cours collaboratif. Cette vidéo va proposer finalement une reprise de tout cela, une synthèse de tout cela, une correction aussi finalement, et donc un cours. Je vous demande d'être très attentif et de prendre vraiment en note tout ce qui va pouvoir être dit dans cette vidéo. Vous devez aussi télécharger sur le site internet obligatoirement le document de cours, la correction globale, donc des travaux sur les dossiers documentaires. Et donc regardez cette vidéo en ayant soit déjà lu ce texte-là avant, soit en le lisant à côté en parallèle, soit en prenant des notes et ensuite en lisant ce document-là. Mais il faut vraiment à la fois regarder la vidéo et consulter ce document de cours de manière très attentive en récupérant les définitions de toutes les notions qui sont surlignées ici en jaune. Toutes les définitions sont dans le manuel. Il y en a une seule qui n'est pas dans le manuel, elle est sur le site internet, rubrique normale, thème 4, et vous allez voir donc le fichier, vous savez, de lexique habituel. Donc vraiment, cours complet, définition, soyez attentifs et ne faites aucune impasse pour la raison suivante. C'est que lors de l'évaluation finale qui vous sera proposée au mois de mai, soit début mai, soit plus tard en fonction de la reprise des cours, je vous proposerai, vous le savez, un sujet de réponse à questions problématisées, et ce sujet vous demandera même de manière assez claire d'utiliser 3 des sous-parties de cette leçon pour construire une question problématisée. Ça peut être cette sous-partie et celle-là, ça peut être celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous n'en savez rien à l'avance. Par contre, ce qu'il faut, c'est que vous ayez les billes, la matière nécessaire pour pouvoir finalement faire de ces sous-parties de cours des parties complètes de vos réponses à questions problématisées. Donc vraiment, tout ce qui est écrit là et tout ce que je vais pouvoir vous dire est essentiel, doit être travaillé, compris et mémorisé. Et donc voici le début de cette leçon de cours vidéo qui vient en complément de ce texte et des dossiers documentaires que vous, j'espère, avez aussi consulté pendant les vacances comme je vous y avais invité. Donc d'abord, on va envisager ensemble dans un grand 1 le fait que la société française a connu des transformations importantes au XVIIe, au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle l'époque moderne, c'est-à-dire cette période durant laquelle l'État français se renforce et donne lieu à la monarchie absolue qui, vous le savez, a été le modèle étatique français du milieu du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Premier type de transformation que la société française d'ailleurs, connaît à l'époque. On n'est pas dans un cours politique, on est vraiment dans un cours social. On va s'intéresser à la population, au peuple français, à la vie quotidienne des Français et des différentes couches des Français, paysannerie, noblesse, bourgeoisie, etc. Donc première transformation, la condition paysanne s'améliore surtout au XVIIIe siècle, mais aussi d'ailleurs déjà dès le XVIIe siècle. Elle s'améliore pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons climatiques. Le climat se réchauffe, le climat se fait plus doux. Il y a eu notamment au XVIIe siècle un refroidissement important du climat. Fin XVIIe siècle, ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, qui a impacté négativement les récoltes, donc la vie quotidienne des paysans. Au XVIIIe siècle, globalement, le climat se réchauffe, ce qui permet donc des cultures, des récoltes en tous les cas, plus abondantes, et dans le même temps, l'agriculture française connaît quelques progrès, notamment techniques, grâce à des pratiques nouvelles, notamment la culture fourragère, la mise en place de la jachère. Je vous invite là à récupérer sur le site internet, souvenez-vous, vous savez, le texte modèle
de paragraphes que vous deviez étudier, analyser avant les vacances pour construire vos paragraphes. Il est notamment dedans question justement de la mise en place de la jachère, et ça c'est un élément de cours vraiment à récupérer. On utilise davantage de fumier pour enrichir les terres en guise d'engrais naturel. On nourrit mieux le bétail parce que les récoltes sont meilleures, et tout cela permet donc des meilleurs rendements des terres cultivées. Il y a aussi des nouveaux outils qui sont développés, on en voit quelques-uns ici, comme des charrues à double soc par exemple, et donc des outils qui vont permettre là aussi une amélioration des cultures, nouvelles variétés aussi, comme l'introduction en France au XVIIIe siècle, notamment par l'agronome Parmentier, de la pomme de terre, qui finalement est cette légumineuse qui résiste mieux que les céréales aux variations du climat, et qui donc permet de réduire en France le nombre de famines. Alors tout cela aboutit à des récoltes plus abondantes, plus importantes, et donc à une hausse de la population, comme vous le montrez ce document-là, avec quelques exemples qu'il faut bien avoir à l'esprit. Par exemple, à la production de céréales entre 1701 et 1790 augmente d'un quart, en moyenne en France, et pendant ce temps-là, surtout la production de viande, elle, explose, puisqu'on produit 3 fois plus de viande en 1790 qu'on en produisait en 1700, et donc tout cela permet, in fine, notamment à la population française, étant mieux nourrie, de vivre plus longtemps, de voir son espérance de vie augmenter peu à peu, et donc le nombre de Français, là aussi, augmente. On passe donc de 22 millions de Français en 1701 à 28 millions de Français en 1790. Et puis, la vie même des paysans au quotidien s'améliore, comme le montre ce texte, extrait des souvenirs en 1880 de François-Yves Bénard, qui est donc ce Français qui se rend dans la Sarthe en 1780. Alors là, il faut bien avoir à l'esprit que l'ouvrage a été publié bien après sa mort. Et donc il se rend dans un village de la Sarthe à la veille de la Révolution française, et il décrit ce qu'il voit, et il constate notamment que la nourriture est globalement relativement variée et relativement abondante dans tous les ménages paysans du village dans lequel il se rend, même chez les paysans les moins riches, on vous le dit ici, les moins aisés. Il vous décrit aussi ici la manière de se vêtir de ces paysans, et là aussi il est passablement, positivement surpris par la qualité et la variété des vêtements des paysans qu'il peut côtoyer dans ce village de la Sarthe, donc près du Mans, entre l'Île-de-France et la Bretagne. Alors il faut bien avoir à l'esprit que là on a affaire à un village décrit par un individu. Bien entendu, dans la réalité, les choses sont un petit peu plus complexes que cela. Il faut savoir en plus que, toujours à cette période, l'État français a amélioré le réseau routier français, a fait créer de nouvelles routes. Il y a aussi d'ailleurs le creusement au XVIIIe siècle du canal des Deux Mers, que vous connaissez aussi sous le nom de canal du Midi, dans le sud de la France, qui permet de relier la Garonne et donc l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Donc cette amélioration du réseau de transport français permet un meilleur approvisionnement en denrées alimentaires de toutes les provinces françaises, de toutes les régions françaises. À l'époque, on ne parle pas de région, on parle de province. Et donc, en cas de famine, là aussi, l'État peut plus facilement lutter contre le manque de nourriture dans les provinces les plus en difficulté. Vous avez ici une gravure qui vous montre justement des travaux ici de construction d'une route. Tout ce que je viens de vous dire là permet finalement, je le disais, vous l'avez compris, aux famines, aux disettes de reculer, à ce qu'on appelle les crises de subsistance, d'être de moins en moins importantes, de moins en moins nombreuses. Vous avez ici un graphique statistique qui vous montre le nombre de naissances et le nombre de morts dans un village, de l'Oise, en région parisienne, actuellement en Île-de-France. Et donc, les pics ici en jaune correspondent à des excédents de décès qui en fait sont liés à des famines, à des disettes qui ont frappé ce village la plupart du temps. Et on constate bien qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on n'a plus de crise de subsistance, on n'a plus de famine, on n'a plus d'excédent de décès. Et donc on voit bien que globalement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la situation s'améliore, et à ce moment-là, la natalité étant quasiment toujours supérieure à la mortalité, la population française commence doucement, en tous les cas dans ce village, mais aussi en France,
a augmenté. Ayez quand même conscience que les inégalités demeurent. Tous les paysans ne vivent pas forcément très bien à la fin du XVIIIe siècle. Globalement, hein, il y a différentes catégories de paysans. On avait abordé ces différentes catégories, souvenez-vous, dans la pyramide, hein, dans le schéma qu'on avait fait avant les vacances sur l'organisation de la société française sous l'Ancien Régime. Eh bien, les laboureurs, qui sont les paysans riches, propriétaires de leurs propres terres, eux peuvent innover, ils ont les moyens d'investir dans des nouvelles variétés, dans des nouveaux outils, dans des nouvelles pratiques, et donc eux s'enrichissent. C'est vraiment eux qui tirent le plus les bénéfices de l'amélioration des conditions de culture au XVIIIe siècle. Les ouvriers agricoles qui sont en bas de la chaîne, vous savez, qui ne peuvent que proposer leur force de travail, eh bien eux continuent d'avoir des vies globalement très difficiles, même si elles s'améliorent quelque peu au quotidien avec une mortalité en baisse et avec un nombre de disettes et de famines, donc, je le disais, en baisse. Deuxième grande transformation que nous allons voir ensemble, c'est une transformation qui concerne donc cette fois-ci les espaces urbains et non plus les espaces ruraux, espaces urbains, transformés en profondeur, surtout d'ailleurs les grandes villes atlantiques françaises au XVIIIe siècle. Donc les villes, hein, les grandes métropoles en France, globalement, eh bien, au XVIIIe siècle, connaissent un début de croissance démographique. C'est vraiment le point de départ de l'urbanisation française. Je vous rappelle qu'en 1700, il n'y a que 15% des Français qui vivent en ville. Eh bien, en 1800, c'est un peu plus. Grâce à l'exode rural, on a un début timide, hein, mais on a un début d'exode rural au XVIIIe siècle, donc des populations qui vont quitter les campagnes pour aller vivre dans les villes en espérant y trouver une vie meilleure, et notamment un travail mieux rémunéré, plus sécurisé. Et donc, je le disais, hein, croissance démographique des grandes villes au XVIIIe siècle, avec ici, vous le voyez, un graphique qui vous montre, par exemple, hein, que Paris a gagné pratiquement 100 000 habitants entre 1700 et 1780, ce qui fait tout de même une augmentation de la population de plus 18, plus 20% à peu près pour Paris. Et donc, toutes les grandes agglomérations françaises, on le voit ici, Lyon, Marseille, Lille, Rouen, Bordeaux, ont gagné de la population sur la période, avec, regardez, pour Bordeaux, un doublement de la population en 80 ans, ce qui est relativement important. Ayez bien à l'esprit hein, que les villes qui gagnent le plus de population à l'époque qui nous intéresse, ce sont en fait les plus grandes villes françaises de l'époque qui tout de même comptent à l'époque beaucoup moins d'habitants qu'elles n'en comptent aujourd'hui. Vers 1789, donc, près de 20% des Français vivent en ville contre, souvenez-vous, 15% en 1700. Donc on a vraiment là un début d'urbanisation, le début du phénomène d'urbanisation de la population française. Alors cela se voit, s'observe dans l'espace, notamment à Paris. Paris qui est la plus grande métropole française de l'époque, la plus peuplée, et donc Paris qui s'étale, hein, on construit des nouveaux quartiers notamment d'habitation autour du centre historique de Paris, donc la ville s'étale et puis la ville s'embellit, la ville se transforme notamment sous l'impulsion des rois de France au XVIIIe siècle, donc essentiellement Louis XV, hein, qui est, comme vous le savez, roi de 1715 à 1774, donc c'est le roi du XVIIIe siècle, et donc ensuite Louis XVI. Et l'idée pour les rois, c'est d'utiliser Paris comme un symbole de leur puissance, de leur pouvoir, et plus globalement de la puissance de l'État, comme en rendait compte ce texte, hein, qui ici, par exemple, vous parle de l'inauguration au XVIIIe siècle à Paris de la place, d'une grande place qui est la place Louis XV, qui est actuellement la place de la Concorde, vous savez, hein, avec l'obélisque en plein milieu, qui donne ensuite derrière sur le jardin des Tuileries et puis plus loin sur le Louvre. Et donc cette place Louis XV est une place royale qui a été construite autour de la statue du roi de France, ici statue Louis XV, qui a disparu donc depuis, qui a été en fait détruite et fondue sous la Révolution française. Et donc voilà, il y a eu tout un tas de travaux comme ça dans Paris qui ont eu pour objectif d'embellir la ville et de mettre en scène la puissance du roi de France. Mais à l'époque, les villes les plus dynamiques, hein, ce sont en fait les grands ports atlantiques français, Bordeaux, Nantes, La Rochelle. Ce sont en fait des agglomérations ouvertes donc sur en fait l'Amérique et sur notamment les colonies françaises des Antilles. Je pense bien sûr déjà à la Martinique, à la Guadeloupe par exemple. Et donc, il faut savoir que le commerce colonial, hein, avec les Antilles, eh bien, enrichit ces villes parce qu'elle enrichit les marchands
qui se sont installés dans ces grandes villes qu'on appelle des négociants. On compte vers 1780 500 négociants à Bordeaux, dont le travail donc consiste à échanger des marchandises entre la métropole française et les Antilles, dont François Bonafé. Alors François Bonafé, c'est donc un négociant bordelais qui a commercé notamment du sucre, du café ou de l'indigo, qui est ce colorant qui vire vers le bleu et qui fait fureur au XVIIIe siècle. Et donc, alors il ne participe pas directement au commerce des esclaves, mais donc il commerce avec les colonies, ce qui lui permet de s'enrichir, comme vous le montre ici ce graphique qui vous indique qu'à la fin de sa vie, eh bien, François Bonafé est à la tête d'une fortune estimée à plus de 5 millions de livres tournois, ce qui est une fortune absolument colossale pour l'époque. Et vous avez d'ailleurs ici un graphique statistique qui vous montre ici en millions de livres sur l'axe des ordonnées, eh bien, la valeur totale du commerce de chacun des grands ports atlantiques français avec notamment les Antilles. Et donc on voit que pour Bordeaux, par exemple, à la veille de la Révolution française, eh bien, on est à pratiquement 110 millions de livres tournois d'enrichissement comme ça, de valeurs de marchandises qui sont importées à Bordeaux puis ensuite redistribuées en France. Donc là aussi des valeurs colossales. Cet enrichissement, cette activité enrichit les négociants et cela permet aux villes atlantiques de se transformer et de s'embellir, comme en témoigne notamment le plan que vous avez ici, avec des aménagements nombreux de places, place Dauphine, place d'Aquitaine à Bordeaux au XVIIIe siècle, de jardins. On embellit aussi les rives de la Garonne, avec notamment ici la place Royale, avec l'hôtel de la Bourse. Vous avez ici une gravure qui vous montre la place Royale de Bordeaux au XVIIIe siècle. Donc on cherche vraiment à embellir la ville, et notamment la ville qui donne sur la Garonne, puisque c'est ici que sont déchargées une grande partie des marchandises qui viennent des Antilles. Et puis les négociants eux-mêmes participent à l'embellissement de la ville, puisqu'ils se font construire des hôtels particuliers, somptueux, dans un style nouveau qu'on appelle le style néoclassique, et dont vous avez un aperçu ici. Le bâtiment d'ailleurs dont vous avez ici la photographie, c'est tout simplement celui-ci. Donc Bordeaux, encore aujourd'hui, donne à voir sur les rives de la Garonne, dans son centre historique, ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue au XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette ville qui met en scène sa richesse et la puissance de ses marchands à travers ses hôtels particuliers, ses jardins, ses grandes places, etc. etc. En conséquence de ce qu'on vient de voir, c'est en tout cas une des conséquences de ce que l'on vient de voir, la société des villes se transforme aussi avec l'affirmation d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie urbaine. Donc les villes sont les lieux de vie de la bourgeoisie. Le mot bourgeois définit des riches citadins, des riches urbains, c'est-à-dire les personnes habitant en ville les plus riches qui ne sont ni nobles, ni membres du clergé. Ça, c'est la bourgeoisie. Alors la bourgeoisie est extrêmement diverse, contrastée au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il y a en fait plusieurs catégories de bourgeois qu'il faut connaître. Il y a par exemple la bourgeoisie des gens de robe. Alors les gens de robe, qui sont-ils ? Ce sont tous ces individus qui ne sont pas des nobles, mais qui sont officiers de justice et qui travaillent notamment auprès des différents parlements des provinces françaises, Parlement de Paris, Parlement de Bretagne, Parlement de Toulouse, etc., etc., et qui vont dans ces parlements donc exercer des offices qu'ils ont soit achetés, on en parlera plus tard, soit obtenus par leur mérite, donc des avocats des parlements, des procureurs des parlements, etc., etc. Ce sont des charges d'officiers qui enrichissent, qui donnent un prestige et un pouvoir important à ces individus-là, mais comme ils ne sont pas nobles, donc ce sont des bourgeoisie de robe. On va aussi avoir des officiers administratifs, des notaires par exemple, qui vont travailler soit pour l'État, soit pour des parlements de communes, qui vont travailler par exemple au Capitole de Toulouse, pour les capitouls, c'est-à-dire pour ces parlementaires toulousains, ces conseillers municipaux en fait toulousains, etc., etc. Vous allez avoir des rentiers riches, donc des individus, qui possèdent une fortune personnelle tellement importante qu'ils peuvent se passer de travailler
pour vivre, parfois fortune héritée de leurs parents. Vous allez avoir des artisans, alors pas n'importe quel artisan, des artisans qui vont travailler dans des domaines qui peuvent les enrichir de manière très importante, donc des bijoutiers, des imprimeurs. Le livre est encore au XVIIIe siècle un objet rare et donc un objet cher, avec une forte valeur ajoutée. Et puis vous avez aussi donc la bourgeoisie marchande, on vient d'en parler avec ces négociants donc, qui est une famille de la bourgeoisie qui se développe de manière très importante au XVIIIe siècle grâce encore une fois au commerce avec les colonies. Là ici vous avez donc un bourgeois et une bourgeoise appartenant à la bourgeoisie marchande et donc ici des gens de robe, des bourgeois au Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Donc une bourgeoisie, vous le voyez, très contrastée, très diverses, et les bourgeois les plus riches, parce que notamment la bourgeoisie s'enrichit fortement au XVIIIe siècle, désirent vivre comme des nobles. Alors pour y arriver, ils suivent plusieurs stratégies. Alors j'insiste, ça ne concerne que les bourgeois les plus riches, les bourgeois moyennement riches, la petite ou la moyenne bourgeoisie, les membres de la petite ou de la moyenne bourgeoisie n'ont pas les moyens, eux, de pouvoir vivre comme des nobles, mais les bourgeois les plus riches, eux, désirent le faire. Ils désirent en fait bénéficier tout simplement des privilèges de la noblesse, et donc pour ça, ils adoptent plusieurs stratégies. Première stratégie, par exemple, ça va être acheter. Alors acheter des domaines, acheter des seigneuries, et acheter des charges d'officiers qui ont la faculté d'anoblir celui qui l'achète. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, souvenez-vous, avec la bourgeoisie de robe. C'est par exemple le cas d'Aimé Benjamin Fleuriot, qui est donc un bourgeois, qui est né en 1709 dans une riche famille de commerçants protestants à La Rochelle, donc sur la côte atlantique, qui s'est enrichi grâce au commerce avec les Antilles, notamment au commerce du sucre, et puis qui, en 1777, a acheté une charge d'officier commensal de la maison du roi, donc du roi à l'époque Louis XVI, excusez-moi, ce qui lui donne finalement une particule. À partir de ce moment-là, il devient Aimé Benjamin Fleuriot de Bellevue, et donc cette charge d'officier l'a anobli, a fait de lui un noble, ce qui lui a permis quelques années plus tard d'acheter une seigneurie et de pouvoir vivre donc noblement. Stratégie numéro 2, obtenir l'anoblissement non pas par achat mais par mérite. Il y a plusieurs familles comme ça qui au XVIIe, XVIIIe siècle vont obtenir elles aussi des charges anoblissantes, mais non pas en les achetant, mais en se faisant remarquer et donc en les méritant. C'est le cas notamment des Lebret, de la famille Lebret, qui est une grande famille de la noblesse d'Europe. C'était une famille originellement bourgeoise. Et puis donc il y a le grand-père. Alors ici vous avez deux membres de la famille Lebret. Ici donc c'est une toile peinte à la fin du XVIIe siècle. Vous avez ici Pierre Cardin Lebret, qui est président du Parlement, donc de cette cour de justice d'Aix en Provence, et vous avez ici son fils, excusez-moi, je ne vois pas la souris, voilà. Vous avez ici son fils. Eh bien, c'est le grand-père en fait de Pierre Cardin qui, le premier, a obtenu une charge d'officier qu'il a anobli, avocat ici au Parlement d'Aix en Provence, et donc depuis lors, eh bien, les Lebret sont nobles, et donc non plus bourgeois de robe, mais noble de robe, c'est-à-dire étant devenu noble grâce à l'acquisition par mérite, je le disais, d'une charge d'officier importante. Troisième stratégie, c'est la stratégie matrimoniale, c'est-à-dire se rapprocher de la noblesse par des mariages. C'est notamment ce qu'a fait le très riche négociant bordelais dont on a parlé tout à l'heure, à savoir Bonafé, qui a fait le choix de marier 3 de ses filles avec des nobles. Donc vous avez ici la mention Adélaïde, Pauline et Jeanne qui ont été mariées toutes les 3 avec des nobles, et puis aussi d'ailleurs un de ses fils qui a été marié aussi avec une noble, et donc grâce à ces alliances, eh bien, François Bonafé s'assure finalement que sa descendance, donc ses petits-enfants, certains de ses petits-enfants, deviennent nobles. Alors ce ne sera pas le cas, bien sûr, ça n'a pas été le cas des enfants de Jean Bonafé, qui, étant l'homme, n'est pas devenu noble, s'étant marié à une noble. Par contre, ces 3 filles-là, eh bien, elles, sont devenues nobles par leur mariage, et donc leurs enfants aussi le sont devenus. Alors bien sûr, il y a certains bourgeois, on vient d'en parler, qui parviennent à accéder à la noblesse par achat, par mérite, par mariage, mais il y en a aussi beaucoup qui n'y parviennent pas et qui, de ce fait, se sentent humiliés parce qu'ils ont conscience qu'ils sont au moins aussi riches
qu'un grand nombre de nobles, voire même parfois il y a des bourgeois qui sont beaucoup plus riches que certains nobles, mais ils n'ont pas les mêmes avantages qu'eux, or ils désireraient pouvoir bénéficier de ces avantages, c'est ce qu'indique ici, dans ses mémoires, le marquis de Bouillé en 1797, c'est un texte très intéressant dans lequel en fait le marquis cherche à comprendre les origines de la Révolution française, et pour lui une des origines de la Révolution française c'est l'humiliation subie par les bourgeois, comme en réfère cette citation notamment, durant ce siècle, donc au XVIIIe siècle, la bourgeoisie était devenue supérieure en richesse, en talent et en mérite personnel à la noblesse. Mais donc, on vous le dit plus haut, ils n'avaient pas les mêmes avantages. Donc c'est un constat assez clair, et vous tenez là une des origines de la Révolution française, on en parlera plus tard cette année et au début de l'année de première. Je ne vais pas commenter forcément cette citation parce que je reviendrai tout à l'heure sur les fameux avantages de la noblesse que les bourgeois désiraient avoir, donc on va éviter de faire doublon, mais sachez que vous pouvez aussi en parler ici, en tous les cas dans votre copie, faire la liste ici des avantages de la noblesse que les bourgeois désirent obtenir. Dernière grande évolution, transformation de la société française à l'époque moderne, eh bien celle-ci concerne les femmes. Alors globalement, les femmes sont des inférieures dans la société du XVIIIe et aussi du XVIIe siècle en France, ça veut dire que ce sont, au regard de la loi, des mineurs, elles dépendent d'abord de leur père puis de leur mari. C'est d'ailleurs le cas pour absolument toutes les femmes jusqu'à la Révolution française et même encore au-delà. Mais certaines femmes, au XVIIIe siècle, eh bien, se distinguent et arrivent à, au-delà de leur condition d'inférieur au regard du droit, arrivent à exercer une influence importante dans certains domaines. Par exemple politiques, c'est le cas avec Madame de Maintenon, qui a été en fait d'abord la favorite, c'est-à-dire l'amante préférée de Louis XIV, XVIIe siècle, et qui est ensuite devenue sa femme. Il y a eu un mariage secret entre elle et Louis XIV dans les années 1780, et à partir de ce mariage-là, Louis XIV lui est resté extrêmement fidèle, et elle est devenue une conseillère très influente auprès de son mari, au point que beaucoup considèrent qu'elle a co-gouverné la France dans les années 1790 et au début du XVIIIe siècle. Certaines femmes exercent aussi une influence culturelle importante, avec des artistes notamment qui se démarquent, comme Élisabeth Vigée-Lebrun, que vous avez ici, et qui a notamment été choisie par Marie-Antoinette, oui, reine de France, femme de Louis XVI, reine de France dans les années 1770-1780. Et bien donc Marie-Antoinette a choisi Élisabeth Vigée-Lebrun comme peintre officielle, et Élisabeth Vigée-Lebrun s'est notamment démarquée en proposant un type de portrait qui rompait de manière assez importante avec ce qui se faisait avant, ce qu'on appelle des portraits dits au naturel. Et puis enfin, vous avez donc des femmes qui ont exercé une influence intellectuelle importante, comme Madame de Tencin et Madame Geoffrin, dont on va parler un peu plus en détail maintenant, qui toutes les deux ont tenu ce qu'on appelle des salons littéraires. Donc au XVIIIe siècle, se développent, sous l'impulsion de certaines femmes d'influence, dont Madame Geoffrin, les salons littéraires. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait des lieux dans lesquels se rencontrent des membres, surtout des hommes, des membres de la communauté intellectuelle, de la communauté scientifique, politique, donc des hommes politiques, des écrivains, des philosophes, des physiciens, etc. etc. Et ces salons littéraires, organisés par certaines femmes d'influence, eh bien, permettent par ces rencontres, par ces échanges directs, une meilleure circulation des idées, et c'est notamment un des éléments qui a permis aux idées des Lumières eh bien, de s'imposer, de s'affirmer de manière assez importante dans les hautes sphères de la société française. Soyons clairs, les salons littéraires réunissent des nobles ou des membres de la bourgeoisie, surtout de la haute bourgeoisie, ça ne concerne pas bien sûr les Français des classes plutôt populaires. Alors un exemple de salon important et célèbre, c'est le fameux salon de Madame Geoffrin. Donc Madame Geoffrin, née à la toute fin du XVIIe siècle, est morte au début du règne de Louis XVI, et dont les salons ont bénéficié d'une notoriété, d'une célébrité internationale dans différents royaumes européens. Vous avez d'ailleurs ici une toile, alors une toile qui n'est pas d'époque, mais qui est du début ici du 19e siècle, qui vous montre à quel point encore là, on était à l'époque sous l'Empire napoléonien, et bien le souvenir des salons de Madame Geoffrin exerçait une sorte de fascination. Et donc vous avez une toile ici intitulée « Lecture d'une tragédie de Voltaire », avec ici un buste de Voltaire, qui n'était pas présent ce jour-là dans ce salon, mais qui était présent symboliquement. Donc lecture d'une tragédie de Voltaire dans le salon de Madame Geoffrin
en 1755 et qui retrouve-t-on dans ce salon? Donc Madame Geoffrin, mais aussi de grands noms, vous allez les reconnaître, de la philosophie française du XVIIIe siècle, Diderot, d'Alembert, Rousseau. Vous avez ici aussi un homme d'État avec le ministre Choiseul, un des très grands, voire le grand ministre de Louis XV. Et donc voilà en quoi pouvait consister un salon littéraire, politique aussi, du coup, au XVIIIe siècle. Madame Geoffrin étant, elle, j'insiste, une bourgeoise, hein. C'était une veuve d'un riche bourgeois. Donc vous avez ici une femme bourgeoise qui exerce une influence considérable auprès de philosophes et de politiques dont certains étaient nobles, comme par exemple d'Alembert. Alors elle organisait en fait ces salons 2 fois par semaine. Le plus important, c'était le salon du mercredi qui était organisé pour les philosophes, qu'elle appelait elle les gens de lettres. Et donc je le disais, notoriété internationale, puisque vous avez ici une lettre qu'elle a écrite en 1766 au cours d'un voyage en Europe. Et en fait elle a fait un voyage en 1766 pour aller rencontrer un de ses correspondants, pas n'importe qui, Stanislas, roi de Pologne. Et sur son chemin, elle s'arrête à Vienne, capitale de l'Empire d'Autriche, et elle est accueillie avant même de descendre de sa voiture. Alors voiture à l'époque, c'est synonyme entre guillemets de carrosse, hein, fermé, hein, c'est pas voiture au sens contemporain du terme. Donc elle est accueillie à sa descente de sa voiture par l'empereur d'Autriche, en personne, comme elle l'indique ici. Donc vraiment une femme de très forte influence, même si, encore une fois, légalement, elle n'avait aucun pouvoir particulier, étant considérée à l'époque comme une mineure aux yeux de la loi. Un court message concernant ce contenu pédagogique. Dans le cadre exceptionnel du confinement lié au Covid-19 auquel nous sommes tous soumis, je fais le choix de libérer l'accès à absolument toutes mes ressources, cours, vidéos inédites de mon site internet à toutes les personnes de passage qui voudraient s'en servir pour faire cours ou pour suivre des cours dans les semaines à venir. Une partie de ces contenus était jusqu'à présent réservée à mes lycéens. Maintenant, vous pouvez tous et toutes y avoir accès. Je tiens à préciser toutefois que rien, pédagogiquement parlant, ne pourra jamais remplacer un contact direct entre un professeur et ses élèves. La pédagogie a besoin d'humains. Ces cours à distance, ces cours vidéo, ce n'est pas de l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique, elle se fait en classe. Tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est temporaire. Et parce que l'humain est essentiel. Je tiens à remercier les quelques personnes qui ont pris le temps de m'envoyer des messages de soutien, de remerciement. C'est grâce à cela que j'arrive aussi à prendre le temps et à tenir pour pouvoir vous proposer un contenu pédagogique varié et, je l'espère, de qualité. Je remercie aussi les personnes qui ont décidé de me soutenir concrètement via un don sur ma page Tipeee. Si vous aussi vous avez envie de m'écrire, et je serai ravi véritablement de vous lire, allez sur mon site internet, rubrique Contact. Et si vous avez envie de m'aider concrètement, je mets sur mon site internet et en lien dans cette description un moyen pour vous d'accéder à ma page Tipeee. Vivement que nous retournions à l'humain, vivement que nous nous retrouvions tous en classe.